Bonjour, bonsoir, bonne année ou peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, le plus important c'est que vous soyez là. Petit message audio qui n'était bien sûr pas prévu au départ, juste pour vous dire que la vidéo que vous allez voir a complètement été censurée par YouTube. Alors ne paniquez pas, il n'y a rien de violent ou quoi que ce soit, loin de là. Mais bon, faire un documentaire aujourd'hui sur la vie d'un homme peut être apparemment dangereux selon YouTube. Bref, cette vidéo est complètement démonétisée. Alors non seulement je toucherai pas du tout d'argent avec, mais encore ça, j'ai un travail à côté, donc à la limite je peux passer au-dessus. Mais par contre, quand une vidéo est démonétisée sur YouTube, elle n'est aussi pas mise en avant, donc dans les recommandations, etc. Mais ça m'embête vraiment, sachant que j'ai pris énormément de temps à réaliser cette vidéo, que ce soit au niveau de l'écriture, du tournage ou même du montage. Donc je voulais vous demander si vous pouviez partager la vidéo à un ou à plusieurs de vos amis. Je sais que je le demande assez souvent et que tout le monde sur YouTube d'ailleurs le demande souvent, mais là comprenez que c'est une situation un peu spéciale. Je me bats un peu contre la censure et vous êtes les seuls à pouvoir vraiment m'aider. Donc voilà, si vous pouviez envoyer le lien à vos potes ou alors juste retweeter par exemple mon post sur Twitter. À chaque fois que je sors une vidéo, je mets un post sur Twitter, donc vous pouvez aller le retweeter. C'est aussi un partage. Et puis voilà, merci à toutes les personnes qui le feront. De mon côté, vous inquiétez pas, je continue à faire des vidéos, etc. Je vous prépare d'ailleurs une surprise qui arrivera très bientôt. Je pense que vous allez être contents. Et puis moi je vous laisse avec la vidéo. Merci encore à tous ceux qui partageront et bon visionnage à tous. Yo les amis, c'est Kinouï, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors un petit peu différente de ce que je peux faire d'habitude, mais je suis sûr qu'elle vous plaira. On va parler aujourd'hui d'une personne dont on a tous déjà entendu parler, mais en réalité qu'on ne connaît pas vraiment. Pablo Emilio Escobar Gaviria, que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de Pablo Escobar. Kinouï. Pablo Escobar. Bon, vous avez peut-être déjà vu Narcos, la série Netflix basée sur la vie de Pablo Escobar. Mais d'après Juan Pablo, le fils de Pablo Escobar, celle-ci comporte un grand nombre d'erreurs. Et en plus de ça, ça reste une série Netflix, ce qui fait que beaucoup de vérités ne peuvent pas être montrées. J'ai donc décidé aujourd'hui de faire une vidéo pour vous révéler la véritable histoire de Pablo Escobar. Alors avant de dire quoi que ce soit, je tenais quand même à vous préciser que Pablo Escobar n'est pas et ne peut pas être considéré comme un modèle, et il est mort comme il a vécu, par les armes. Par contre, c'est vrai que dans son domaine, c'était le plus grand de tous. Le monde entier connaît son nom, son visage, et en partie seulement, sa vie. La vidéo que vous regardez aujourd'hui m'a demandé un très long travail de recherche, et ça va aussi me demander un très long travail de montage. Alors si elle vous plaît, pensez vraiment à mettre un like et à la partager à vos potes, ça me fait super plaisir, et c'est la seule chose que vous pouvez faire pour m'aider. Avant toute chose, pour bien comprendre ce que je vais vous dire, plantons d'abord le décor. L'histoire se passe en Colombie, un pays situé au nord de l'Amérique du Sud et qui fut colonisé par les Espagnols en 1499. C'est un pays qui a toujours connu une histoire sanglante, due notamment aux conflits armés entre les partis politiques de gauche et ceux d'extrême droite. Au milieu de toute cette violence, Pablo Escobar naît en 1949 à Rio Negro dans une famille très modeste. Sa mère est enseignante et son père ne travaille pas. Peu intéressé par les études, Pablo Escobar décide de se lancer dans une carrière criminelle pour gagner de l'argent et pour pouvoir ensuite aider sa famille. Il disait souvent « Je ne mourrai pas pauvre, je le jure. Pour moi, Dieu vient en premier, mais suivi de très près par l'argent. » En 1970, en compagnie de son cousin Gustavo Gaviria, Pablo Escobar, qui a 21 ans, devient contrebandier et garde du corps d'un truand de Medellín, Alfredo Gomez. Et comme Pablo Escobar fait très bien son travail, il commence à gagner plein d'argent et il décide de monter lui-même sa propre organisation. Il se lance donc dans le trafic de cocaïne en 1975 à 26 ans. Mais par contre, ça va pas durer très longtemps, parce que peu de temps après le début de son activité, certains de ses passeurs vont se faire arrêter par la police colombienne. Escobar propose alors de l'argent au directeur de la police pour essayer de libérer ses passeurs, mais ça n'a pas marché. Et au contraire d'ailleurs, le directeur de la police arrête Escobar. Cette affaire fait la une des journaux et pour la première fois, le nom de Pablo Escobar y est imprimé en lettres majuscules. Comme il le fera souvent par la suite, Escobar tente d'acheter la juge Espinosa qui s'occupe de son affaire, mais sans succès, encore une fois. Mais heureusement pour lui,
Une erreur de procédure lui permet de faire déplacer son procès dans une autre ville. Et là, par contre, il parvient à corrompre la justice pour se faire libérer. Et quelques mois plus tard, Escobar fera assassiner la juge Espinosa, le directeur de la police qui avait refusé l'argent, et 2 policiers. Et là, ce sera le début d'une longue, très longue série d'assassinats qui seront attribués à Pablo Escobar. Lorsque la demande de cocaïne explose aux États-Unis, Pablo Escobar, qui a déjà une grande expérience dans la drogue, décide de prendre le marché en compagnie du cofondateur du cartel de Medellín, Carlos Leder. Ensemble, ils cherchent un endroit qui leur servira d'étape entre la Colombie, où ils s'occuperont de la drogue, et les USA, là où ils la vendront. L'endroit choisi sera une île des Bahamas, Norman's Cay, située à 350 km des côtes de la Floride. Carlos Leder achète donc cette île. Mais qui peut dire ça quoi dans sa vie? Tiens, j'ai envie d'acheter une île, Non mais c'est fou quand même. Donc Carlos Leder achète l'île et celle-ci comporte une piste d'atterrissage, un port, un hôtel et les 2 hommes l'aménagent en une véritable zone de transit pour leur trafic. Ils y amènent des bateaux, des avions et font construire un entrepôt réfrigéré pour y entreposer la cocaïne qu'ils transportent en avion depuis la Colombie. Tout est prêt à présent pour débuter un trafic à très grande échelle entre la Colombie et les États-Unis. Pablo Escobar peut commencer à écrire sa légende. À partir de 1977, Pablo Escobar construit des laboratoires dans la jungle colombienne destinés à raffiner la pâte de cocaïne provenant du Pérou et de Bolivie. En compagnie d'autres trafiquants, la famille Ochoa, Gonzalo Rodriguez Gacha et son fidèle Carlos Leder, Pablo Escobar fonde le fameux cartel de Medellín. Et ensemble, ils décident de partager les frais d'investissement dans des laboratoires de cocaïne toujours plus sophistiqués. Le cartel peut compter sur une armée de sicarios, qui sont en fait des tueurs à gages, provenant des bidonvilles, mais aussi sur d'anciens soldats et sur des policiers corrompus qui obéissent aveuglément et qui acceptent tous les ordres donnés par le cartel. Au meilleur de leur forme, Pablo Escobar et ses associés arriveront à fournir aux États-Unis jusqu'à 80 tonnes de cocaïne chaque mois. Pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond au poids de plus de 50 voitures. Multimilliardaire, Pablo Escobar va s'offrir en 1978, à tout juste 29 ans, l'Hacienda Nápoles, un immense domaine de 20 km² dont le portail d'entrée est surmonté d'un petit avion qui est en fait une réplique exacte de celui qui lui aurait servi à transporter sa première cargaison de cocaïne. Vous vous rendez compte, le mec il a un avion en guise de décoration. C'est ouf. Moi j'ai un coquillage ici. On n'a pas le même niveau quoi. À l'intérieur de la propriété, Pablo Escobar crée un zoo avec des girafes, des éléphants, des autruches ou des hippopotames. Il y a des lacs artificiels, des hôtels, des maisons et des attractions pour sa famille et ses amis. Il entrepose aussi sa collection de voitures et de motos. Pour faire simple, Pablo Escobar est un homme immensément riche qui ne se refuse rien et qui ne refuse rien à ceux qu'il aime. Le cartel de Medellín, dans son ensemble, génère 25 milliards de dollars par an et contrôle 80% du trafic de cocaïne en Europe et 90% aux États-Unis. Mais en réalité, ça, tout le monde le sait. Les États-Unis les pourchassent et ils envoient même en Colombie les experts de la DEA, qui est en fait la brigade antidrogue. Au bout de quelques années de trafic, le gouvernement colombien s'aperçoit que de plus en plus d'hommes politiques, de juges et de policiers sont corrompus par l'argent de la drogue. Et le cartel gère des quartiers entiers à la place des hommes politiques. Pablo Escobar ne laisse pas le choix aux dirigeants politiques, à la justice ou à la police. Il leur dit « Vous nous laissez faire notre business, vous fermez les yeux et en échange, on vous donne de l'argent. Ou alors, on vous tue. » Entre 1980 et 1982, le maire de Medellín accordera plus de 200 autorisations de vol à des avions ou des hélicoptères appartenant au cartel. Et à l'inverse, 3000 Colombiens qui auront fait le choix de ne pas aller dans son sens seront assassinés par le cartel. Parmi eux, des politiciens, des juges, des policiers et des journalistes trop critiques à l'égard de Pablo Escobar et de ses amis. Mais en 1982, Pablo Escobar a le sentiment qu'il faut quand même agir. Entre la brigade antidrogue qui le cherche et les hommes politiques colombiens qui ont une haine contre lui, il ne peut pas rester à rien faire. Il décide alors de se lancer dans la politique. Ouais, rien que ça. Il se présente aux élections de la Chambre des représentants
et par quelques petits tours de passe-passe dont il a le secret, il est élu délégué suppléant. Ah bah on se demande comment il a pu faire ça, hein. Il dépense alors des millions et des millions pour les habitants des bidonvilles, et il fait même construire sur l'emplacement d'une décharge publique un quartier complet. Il finance un club de foot et s'occupe d'un nombre incalculable d'œuvres de charité. Mais bien sûr, il fait pas ça parce qu'il est sympa, il fait ça pour gagner la reconnaissance du peuple. Et d'ailleurs ça va fonctionner en partie. Mais en réalité, les politiciens ont tellement la haine contre lui qu'en 1984, l'élection de Pablo Escobar est invalidée. Mais du coup, Pablo Escobar il est pas très content et une guerre entre le gouvernement et le cartel de Medellín va éclater. Escobar fait alors assassiner un grand nombre de politiciens, dont le ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla. À la même période, le cartel de Medellín rencontre de graves problèmes avec un autre cartel de drogue très puissant, celui de Cali, une autre ville de Colombie. Et leur rivalité a comme principale raison le contrôle du trafic de cocaïne vers les États-Unis. Le cartel de Cali monte une armée composée d'anciens militaires, appelés Los Pepes. Oui bon bah c'est leur nom, c'est pas de ma faute. Et ce nouveau cartel a pour mission d'éliminer Pablo Escobar et son cartel à lui. Il s'ensuit donc une série d'assassinats et d'enlèvements dont chaque cartel fait tour à tour les frais. Le gouvernement colombien parle de plus en plus de la possibilité de livrer les trafiquants de drogue vers les États-Unis. Et ça, c'est la plus grande hantise d'Escobar et de ses amis qui ont pour devise « Nous préférons une tombe en Colombie plutôt qu'une prison aux États-Unis ». Alors qu'en cette année 1989, il est classé 7e homme le plus riche du monde et qu'il pourrait sans doute vivre une cavale heureuse tout au bout du monde, Pablo Escobar déclare une nouvelle guerre encore plus meurtrière que les précédentes au gouvernement colombien. Le cartel de Medellín veut assassiner le candidat à l'élection présidentielle du Parti libéral colombien, Luis Carlos Galán, et ils vont d'ailleurs y arriver. Ils vont l'assassiner. Toujours la même année, Escobar fait sauter un avion de ligne contenant 107 passagers parce qu'il voulait en fait tuer un autre candidat à la présidentielle de la Colombie qui était présent dans l'avion, César Gaviria. Sauf qu'il s'est trompé en fait, hein, le mec était pas du tout dans l'avion et en plus de ça, César Gaviria sera élu président de la Colombie. Mais par contre, dans cet avion, il y avait 2 citoyens américains. Et ça n'a pas vraiment plu aux États-Unis, qui vont se mettre à fond pour la recherche d'Escobar, pour faire payer ensuite ce qu'il a fait à leurs concitoyens. Et à ce moment-là, Pablo Escobar sent que c'est un peu la fin pour lui, et il décide donc de négocier avec le gouvernement colombien. En 1991, Escobar, à 43 ans, décide de se rendre en se mettant à la disposition de la justice colombienne contre la promesse de ne pas être envoyé aux États-Unis. Mais là où l'histoire devient assez ouf, c'est que Pablo Escobar est emprisonné dans une prison qu'il aménage lui-même. En gros, il dit « Ok, je me rends, vous pouvez m'arrêter, mais par contre, vous me mettez dans une prison que je construis moi-même. » La cathédrale, c'est comme ça que s'appelle cette pseudo-prison qui comporte un terrain de foot, un bar, un jacuzzi et même une boîte de nuit où Escobar et ses hommes invitent pour des soirées des misses colombiennes venues de tous les coins du pays. Et bien sûr, Pablo Escobar profite même de cette prison pour continuer à développer son trafic de drogue. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Il fait même venir à l'intérieur de la prison des trafiquants rivaux qu'il fait ensuite assassiner. Mais tout ça dans une prison quoi, vous vous rendez compte, c'est ouf. Mais au bout d'un moment quand même, le gouvernement colombien décide de l'extrader, alors non pas vers les États-Unis, mais dans une prison colombienne bien plus conventionnelle. C'est d'ailleurs le président colombien César Gaviria lui-même qui prévient Pablo Escobar de cette décision. Vous savez, c'est le mec de l'avion là de tout à l'heure, qui n'était au fait d'ailleurs même pas dans l'avion. Mais du coup, Pablo Escobar, quand il apprend qu'il va se faire transférer dans une autre prison, bah il s'évade. Ouais, il respecte pas grand chose ce mec. La tête de Pablo Escobar est alors mise à prix pour 6 millions de dollars. Plusieurs agences américaines et des policiers colombiens se mettent à le traquer sérieusement. Un deal est même passé avec les membres du cartel rival de Cali. Pour Pablo Escobar, ça sent vraiment la fin. En juillet 1992, 20 000 perquisitions sont réalisées lors d'une opération dénommée Heavy Shadow par les services secrets américains et colombiens, associés à Los Pepes, donc le cartel de Cali, et même à des mercenaires israéliens, américains ou autres, attirés par les millions de dollars promis. Bref, tout le monde veut la tête de Pablo Escobar, ou surtout l'argent qui est promis avec, mais malgré ce déploiement de force, le narcotrafiquant reste introuvable.
Et pourtant, le jeudi 2 décembre 1993, Pablo Escobar est repéré grâce à des écoutes mises en place par le groupe de recherche alors qu'il parle au téléphone avec sa famille. En fait, Escobar voulait faire quitter la Colombie à sa famille pour pouvoir la mettre à l'abri. Parce que je vous le rappelle, c'est ça de base sa préoccupation. Des demandes ont été faites à toutes les ambassades, mais aucune n'a accepté. Et même si les membres de sa famille n'avaient jamais commis de crime ou quoi que ce soit, à cause de leur nom, c'était compliqué. Ce refus rendait Pablo Escobar fou de rage et lui faisait perdre une partie de sa lucidité. Et c'est pour ça qu'il s'est fait repérer. L'immeuble dans lequel il se trouvait est très vite encerclé et l'assaut est donné. Des échanges de coups de feu ont lieu entre les forces de l'ordre et Pablo Escobar, qui se trouve en compagnie de son garde du corps Alvaro. Les deux fugitifs parviennent à monter sur les toits pour tenter de s'échapper, et puis finalement, ils se font abattre par la police nationale colombienne. Escobar est touché à la jambe, au torse et à l'oreille. À 44 ans, le plus grand trafiquant de cocaïne de tous les temps, le baron de la drogue Pablo Escobar, est mort. Pablo Escobar ne tuera plus. Le parrain de la drogue a été tué par les policiers à Medellín en Colombie. Pour avoir passé le coup de fil de trop, Pablo Escobar achève sa carrière sur une civière, le corps criblé de balles. Dans un livre, Pablo Escobar mi padre, qu'il écrira depuis son nouveau lieu de vie en Argentine, le fils de Pablo Escobar, qui s'appelle aujourd'hui Sebastián Marroquín, dira « Les policiers n'ont pas tué mon père. Il s'est suicidé comme il l'a toujours dit qu'il le ferait, s'il se faisait prendre. » Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et juste une dernière chose, c'est illégal et c'est pas bien ce que faisait Pablo Escobar, donc j'espère que ça vous donnera pas des idées, ok. C'est juste intéressant à raconter et aussi à écouter, mais on s'arrête là, d'accord? Je vous le redis encore une fois, mais pensez au like et au partage si la vidéo vous a plu, et si vous voulez récompenser mon travail, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et mettre un commentaire, me suivre sur tous mes réseaux sociaux, et puis je pense que j'ai tout dit, voilà. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kinui, ciao tout le monde. Chinwe.